J'active nos micros. Hello. Voilà, et nous sommes Hello. en live. Je sais pas si le mien est détecté. Ouais. Parle un petit coup. Bonjour, bonsoir. Ouais, c'est bon, ça marche. Parfait. On y arrive. Désolé tout le monde, hein. On a eu un petit souci de configuration d'appareil photo. Le matos est là, de jour en jour, on s'équipe de mieux en mieux. Et donc, évidemment, comme nous ne sommes pas des professionnels, il est évident que nous rencontrons quelques couacs. Mais encore merci à Lucas qui est là, qui assure le fond diffus technique. Je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, il est 20h40. Bonsoir Maureen. Bonsoir Arnaud. La deuxième pour toi. La deuxième. T'es prête ? Oui, Bien. c'est un sujet, en tout cas le sujet qui est annoncé, un sujet avec lequel j'ai beaucoup de choses à dire et avec lequel j'aime discuter. Ouais, et puis des années que tu travailles autour de ça, donc quelque part, tu vas encore une fois nous amener ton expertise, donc merci à toi. On rappelle à tout le monde que, donc pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes le planning familial d'EY, à savoir qu'on appelle aussi le planning familial Ourthe-en-Blève. Alors pour la petite anecdote, on appelle ça Ourthe-en-Blève parce que tout simplement il y a le fleuve, non c'est pas un fleuve, c'est une rivière, l'Ourthe et l'En-Blève qui passent. Alors oui, j'ai toujours le problème qu'à gauche c'est à droite. Donc il y a deux cours d'eau qui passent dans la région, et c'est pour ça que notre planning familial il s'appelle Ourthe-en-Blève. Bref. On rappelle à tout le monde que nous sommes une équipe de professionnels qui travaillons essentiellement autour des thèmes de l'amour, de la sexualité, de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ici au planning, vous aurez, dans n'importe quel planning en fait, même en Belgique, vous avez l'occasion de trouver des psychologues, des gynécologues, des assistants sociaux, des sexologues tout à fait compétentes pour vous aider si vous avez le moindre souci, le moindre problème. Voilà, on est des équipes, on peut dire, de travailleurs sociaux. Ah oui, Arnaud et Lucas, bien vu, effectivement. Je vais changer ça tout de suite et je sais comment il faut faire maintenant. Non, je clique. Alors... Pour meubler, Maureen va vous raconter une recette de cuisine. Cuisine pas certaine, je ne sais pas là non plus, c'est pas vraiment dans mes spécialités. Le pesto, je maîtrise le pesto, ce genre de choses très basiques, mais sinon bon, non. Pesto, tu sais faire pesto vegan ? Oui, hein. Ah, ouais. Sans parmesan, c'est compliqué. Ouais. C'est ça. Bah voilà, non... Non, je sais pas pourquoi je pense à vegan. Je vais juste changer la couleur, comme ça on va être un tout petit peu plus visible. Parce que ton nom est un peu perdu dans le... Voilà. Je pense que nous sommes good au niveau technique. Merci Métalapin pour le petit correctif du layout. Voilà, donc on est en live. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous le souhaitez dans la plus grande bienveillance et le plus grand respect, on vous le demande. On rappelle que c'est un sujet qui est pas évident, donc voilà, on vous demande de faire preuve de respect, de ce genre de choses. C'est hyper important pour nous, bien qu'on n'a pas eu beaucoup de soucis. Hein, non, pour le moment, ça se passe très bien. Que ce soit quand j'anime ou quand je... Quand tu modères aussi. Ouais, quand je modère ou quand même je viens écouter ou regarder ce qui se passe, je trouve que les discussions sont... toujours en tout cas avec du respect. Et très posé, ouais, tout à fait. Je partage entièrement ton avis. Je suis un petit peu loin du micro. Alors là, je me tiens à une distance de une main. Donc si c'est pas suffisant, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Tu me le dis. Alors, on a titré aujourd'hui l'intitulé du live parler de sexualité, d'amour à l'enfance et à l'adolescence. Donc, de manière assez générale, comment parler de sexe aux enfants. De manière très très large. On pourrait résumer aussi avoir l'éducation sexuelle. Ouais, c'est ça. Comment l'instituer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Qui doit dire. Quand en fait, il y a plein de trucs. Parler d'éducation sexuelle, c'est effectivement pouvoir répondre à quand même toute une série de questions. D'autres y ont répondu, bien entendu, avant nous. On est d'ailleurs, nous, planning, quand on fait des animations, on a une formation, on a un canevas à respecter. Mais la question, par contre, de l'éducation sexuelle, de répondre à la fameuse question de comment on fait les bébés, ça, je pense que beaucoup d'adultes y sont confrontés, que ce soit par ses enfants ou par, effectivement, des enfants de l'entourage ou dans sa profession, etc., d'éducateur, éducatrice, infirmière,
on peut être amené à avoir ce genre de questions par les plus jeunes, et puis en avançant, des questions qui se complexifient, ou des sujets, effectivement, pour qui, aussi bien pour le jeune que pour l'adulte, ça va être compliqué. Il y aura des freins. Oui, et ça reste un sujet, on le dit je crois à chaque live, mais ça reste un sujet qui est excessivement tabou. Donc, au même titre que d'autres sujets dans la société, c'est un avec lequel peut-être les familles ont le plus de mal, ou un pour lequel c'est compliqué de répondre tout simplement aux questions de ses enfants, quoi. Et d'ailleurs, dans le chat, je vous invite vraiment à nous partager vos expériences, à nous raconter si vous avez eu des cours d'éducation sexuelle, si à un moment donné vous vous souvenez d'avoir posé une question gênante à vos parents, et à comment votre prof de sciences. À votre prof de sciences, c'est vrai que... Les profs de sciences voient, en tout cas les organes génitaux, la reproduction humaine, ou la reproduction, et c'est souvent dans le cadre de ce cours qu'il y a une info qu'on pourrait dire c'est l'éducation sexuelle. C'est ça. C'est souvent vers la deuxième, c'est ça que ça s'aborde Deuxième, secondaire, ouais. Ça fait partie de la matière. Ou donc, troisième, mais bon... Ouais, en Belgique, la deuxième secondaire, ça doit correspondre à la 5e peut-être. En France, chez nos amis français, donc on parlera... oui, c'est ça. Je pense que vers 13-14 ans, finalement, l'âge de la puberté, on entre dans la phase où, même au niveau du cahier de matière, c'est vu. Ouais. Donc, c'est vu de manière très anatomique. C'est pas... le prof de sciences, quand il voit cette partie-là, ne va pas aborder la question des émotions, la question de l'affectif, la question, justement, qui est quand même au cœur des animations quand c'est un planning, le consentement. Réfléchir au rapport, justement, entre les genres. C'est pas dans le cours de bio que ça va être vu. Il y aura vraiment la base, un utérus, un ovule qui rencontre un spermatozoïde, la nidation, toc toc toc. Tout ce processus-là sera vu, pas toujours compris non plus, parce que comment cette cellule rencontre l'autre, pas sûr que tous les profs de sciences vont l'expliquer. Hein, voilà, c'est... Et la notion de plaisir aussi, on en parle très peu. Final. Non. En tout cas, dans les cours de sciences, ça fait pas partie de la matière. Dans les animations même actuelles qu'on met en place dans les écoles, on est souvent limité par le temps. On voudrait avoir plus de temps avec chaque groupe et pouvoir alors aborder les notions de plaisir qui sont... C'est pas qu'elles sont reléguées au second plan, mais c'est que généralement, c'est pas ces questions-là que les jeunes abordent en premier, ou les animateurs. C'est vrai que malheureusement, il y a cette tendance de voir l'éducation sexuelle d'abord par le prisme du risque lié à la sexualité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'éducation sexuelle s'est fortement développée après l'épidémie, la pandémie du VIH, où là, on s'est dit, on va quand même au minimum aller parler du préservatif, du usage du préservatif et du dépistage des IST. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a... Après, on reparlera un petit peu des différents stades, des âges, rassurez-vous. Balancez vos questions. Je vois aussi qu'on a Sophie qui vient de passer dans le chat. Bien le bonsoir à toi, mon cher Sophie. Comment vas-tu ? Et c'est vrai que du coup, je me dis... donc, en termes de risque, on parlait justement du sida. L'épidémie du sida, ça arrivait en Europe dans les années 80. Les années 80. Ouais. Les premiers cas, début 80, San Francisco, etc. Vraiment, en 86, on a identifié, on a nommé le virus. D'accord. Après ça, effectivement, on l'a mieux connu et du coup, on pouvait parler des voies de transmission. Et alors, effectivement, on pouvait faire de la prévention auprès d'un grand public. Et c'est vrai que ça, moi, je me rappelle en tout cas des quelques cours qu'on a eu. T'as eu des cours d'éducation sexuelle ? J'en ai souvenir d'un cours en deuxième. Enfin, un cours, c'était une animation. Alors, je serais pas en mesure de dire si c'était un planning ou si c'était une équipe du PMS. Je sais pas plus te dire. Mais je me souviens que c'était un homme qui nous avait vu. Donc, c'est comme on fonctionne maintenant. Donc, mais alors, c'est vrai que ça tournait beaucoup autour des IST, je me rappelle. Et il y a eu quand même... Le sida a eu un peu, en plus, ce tort quand même d'amener la notion de risque, comme Maureen le dit, de manière très prépondérante, alors que, oui, bien sûr, le risque du sida, il existe, même chez les plus jeunes. Maintenant, ça a peut-être occulté toute une autre série de sujets. Donc, et donc là, on est peut-être en train de revenir justement à... On est moins en train de parler sida, attention, protection, ou même autre infection sexuellement transmissible. Ça reste des thèmes qu'on aborde ou que les jeunes abordent spontanément. Mais c'est vrai qu'ils vont nous amener
sur d'autres sujets. Et oui, là, des questions liées à la masturbation, aux relations sexuelles. Donc, quand c'est des adolescents, des questions autour de la première fois, de la prétendue douleur chez la fille lors de la première fois, l'orgasme chez la fille, l'orgasme chez le garçon. Et là, alors, on peut parler plaisir. C'est ça. C'est dans ces questions-là qu'on sait l'aborder. On a un nouveau follower, Oakley FR. Bienvenue à toi. Bonsoir. Bienvenue. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez. Au niveau du chat, donc on est là pour répondre aux questions d'ordre vie affective et sexuelle. Donc nous sommes une équipe de professionnels du planning familial. Alors oui, en backup de ce que vous voyez, bonjour, en backup de ce que vous voyez, nous sommes en train de régler les petits aspects techniques. Mais donc voilà, aujourd'hui on parle d'éducation sexuelle chez les adolescents et chez les enfants. Et donc si vous êtes parent et que vous vous posez des questions, si vous êtes ado et que vous savez peut-être pas comment aborder la question avec vos parents, ou vous avez besoin un petit peu d'être orienté, n'hésitez pas, on est là jusqu'à 23h. Voilà, à peu près. Hein. On verra un petit peu comment ça se déroule. Moi, c'est vrai que, dans mes animations, qui sont loin maintenant, là, ça fait depuis le confinement, là, ça fait un petit temps qu'on n'a plus vu des classes, mais c'est vrai que je remarque chez les garçons, on pourra peut-être voir un peu s'il y a une différence entre les filles et les garçons au niveau de l'explication, mais moi, je remarque qu'ils ont beaucoup de questions, c'est très pratico-pratique. Hein, un mode d'emploi ? Un mode d'emploi. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est très important. Je remarque que les jeunes garçons ont souvent envie de savoir l'expérience vraiment qui est vécue. Que peut-être chez les filles, ce sera un peu plus centré autour de l'affectif et de l'émotionnel qui est vécu. Tu vas me dire, ça reste très général. Oui, bien sûr. Chez les filles, à partir de la 2e, 3e secondaire, un autre risque en lien avec la sexualité, on a déjà abordé celui des IST, le lien par rapport à une grossesse non désirée. Donc c'est vrai que souvent, ça aussi, quand c'est des couples hétéros, souvent la fille qui porte la responsabilité de on a très envie, on voudrait, mais on n'a pas envie d'un bébé. Donc c'est vrai que c'est quand même une question assez récurrente dans les groupes de filles. Et là, de nouveau, ils ont besoin d'infos super détaillées. Genre, si c'est sur la pilule, à quel âge, comment on fait, à qui on la demande, enfin c'est ça aussi. Ils ont besoin d'aller quand même au fond des choses et pas juste d'avoir quelque chose, une brochure ou une info vague, quoi. D'autant plus que ça reste très 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 vaste comme sujet, que quand on rentre justement dans le domaine donc des grossesses non désirées et d'hormones, on parle de plusieurs types de pilules, on parle de modes de prise qui peuvent être un peu différents, qui peuvent changer, on parle de symptômes, on parle d'effets secondaires, on parle aussi que le risque zéro n'existe pas, et donc c'est vrai que les échecs de contraception, les filles doivent encore manger ce gros paquet à gérer là-dessus. Mais là on est vraiment plus déjà dans le champ de l'adolescence, alors du coup, ici... On a très peu de demandes au niveau maternel et primaire. Oui. Pourtant, je veux dire, en Belgique, c'est des animations qui peuvent se faire. Il y a un décret qui permet et qui, au contraire, je ne vais pas dire les oblige. Enfin, si. C'est une obligation pour une école d'avoir un projet d'éducation à la vie affective et sexuelle, et ce dès la maternelle. Après, c'est vrai que c'est souvent la critique quand on dit on va rendre obligatoire l'éducation sexuelle dès l'entrée, en tout cas en primaire. Les adultes autour font c'est une incitation, c'est quelque chose de pas approprié, ça va justement prôner la masturbation chez des tout petits. Il n'est pas du tout question de ça quand on doit mettre en place des projets EVRAS dans les écoles. C'est ça. Quand il y a des demandes, de la part, en tout cas ce qu'on a ici pour le moment, c'est en lien souvent avec une grossesse. Mais là, une grossesse désirée, donc généralement maternelle, début du primaire, une maman d'un des enfants de la classe qui est enceinte, et ça va susciter effectivement des questions. Tout à fait. Ou des réflexions. Et là, la STIT se dit, moi, j'ai pas envie d'y répondre, ou je me sens pas outillée pour effectivement répondre à toutes les questions de mon groupe. Et on en revient, je les vois tous les jours, peut-être qu'eux n'oseront pas m'interroger. Donc c'est dans ces cas-là que les écoles font appel à un planning. Ou un service extérieur. Oui. Et c'est vrai que c'est quand on parle du « Hey Nanapsi, bonjour, bonsoir, comment vas-tu ?» Notre cher habitué, on est en train de parler justement d'EVRAS, d'éducation vie relationnelle, affective et sexuelle, chez les enfants, chez les ados. Donc comment
comment l'aborder, etc. On était en train d'avoir cette discussion. Souvent, quand même, une grosse gêne de la part des instituts pour le faire. Hein. Oui. Je crois qu'il y a très très peu d'instituts qui sont même formés pour le faire, en fait. On se rend compte que nous, on a cette casquette-là, mais on a été formés pour tout ce qui est l'éducation à la vie affective et sexuelle, mais dans le cursus des professeurs, des instituteurs, institutrices, etc., ça n'existe pas. Et donc, souvent, quand les instituts se mangent la question en pleine poire, « Comment on fait les bébés, madame ?» Elles doivent un peu composer avec ce qu'elles ont. Donc, leur propre rapport au sujet. Oui, et des fois, d'être aussi peut-être plus en porte-à-faux par rapport aux parents. À des parents qui sont peut-être pas eux prêts à ce que l'enfant ait toute l'info. On en revient si on fait appel à un service spécialisé qui est légitime et qui peut justement justifier de comment ça va bien se dérouler. C'est parfois aussi, même si l'institut voudrait, c'est plus facile alors de faire appel à un planning. Des institutrices aussi qui veulent, enfin voilà, alors qui vont venir vers nous plutôt de nouveau pour des références, pour des livres, pour des choses à utiliser. D'accord, plutôt des outils alors. Ouais. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en présenter aussi, on en a derrière nous. Essentiellement des livres pour enfants, mais voilà, le panel d'outils pour aborder la question, il y a des choses qui existent, et il y a des belles choses qui existent. On y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, par exemple, à la question « Comment on fait des bébés ?» Qu'est-ce qu'une instite de 2e primaire doit répondre? Donc 2e primaire, 7 ans. Alors, généralement, il faut renvoyer déjà la question. D'accord. Voir un petit peu partir de ce que le jeune imagine, de déjà lui, les connaissances qu'il a. Donc, comment on fait les bébés? Demande au jeune, qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que tu imagines? Et puis, effectivement, rectifier s'il est dans des fausses croyances. Par rapport à l'éducation sexuelle, dire la vérité, mais par contre, effectivement, utiliser des mots qui vont s'adapter au développement, au langage de l'enfant. Je pense qu'en 2e primaire, effectivement, je vais quand même dire pénis, qu'un zizi de petit garçon ou un zizi tout court, ça s'appelle un pénis. Mais voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail il a un gland, de testicules, etc. Mais effectivement, de pouvoir aller au bout de l'explication, donc de dire un homme, une femme, que l'homme rentre son sexe dans le sexe de la femme. Là, par contre, c'est quand même très 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 important de parler de la notion de plaisir, que ce soit un petit garçon ou une petite fille qui pose la question, de pouvoir dire justement, si c'est une petite fille, de dire un sexe, que quand une femme adulte a du plaisir, ressent du plaisir pour son partenaire, cette introduction du sexe masculin va pouvoir se faire sans douleur et au contraire avec plaisir, et qu'effectivement à un moment une explosion de plaisir fait que une petite graine va rencontrer un œuf. Là on en vient d'utiliser des termes adéquats. Un peu plus imagés du coup. Oui, pas imagés mais par contre véridiques. Enfin, je veux dire, ça reste une graine et un œuf pour l'ovule. En soi, ouais. Et par contre, bien effectivement, essayer aussi de donner peut-être des points de référence à l'enfant pour peut-être se représenter les choses. J'imagine une maman où parler d'un début de grossesse, parler d'un petit poids pour l'ovule, de parler d'un grain de sel ou d'un grain de sable, d'aller vers quelque chose que l'enfant peut peut-être plus conscientiser. C'est ça. Donc, utiliser un vocabulaire qui se rapproche, et plus l'enfant prend de l'âge et plus il gagne en maturité, et plus on va utiliser les bons mots, préciser les choses, etc. Oui, là je pense que déjà vers même 9, 8, 9, 10 ans, on doit même, je pense que c'est ça l'éducation, chez une petite fille parler de sa vulve, lui parler de son clitoris, pouvoir effectivement nommer les choses avec les bons termes. Je rebondis sur ça, parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve. C'est que j'ai souvent l'impression... C'est la minute colère, Arnaud. C'est la minute coup de gueule, ici, attention. Je m'emballe. Attention. Non, en fait, voilà. Depuis que je travaille en planning... Rappelle-moi l'année 2014. Ouais, ça va. Je remarque que, et c'est vrai, et moi j'en avais pas conscience quand j'étais plus jeune, que vraiment il y a cette pudeur et cette difficulté à aller et à comprendre son sexe quand on est une fille. Vraiment le côté c'est sale, c'est moche, les règles c'est sale, et
alors que j'ai pas l'impression qu'il y ait autant cette gêne et ce dégoût, entre guillemets, chez les garçons. Et c'est vraiment un truc que je me demande, mais comment ça se fait que finalement on en vient à être dans cette société où les filles ont honte et que les garçons, limite, ils peuvent le brandir et faire l'hélicoptère. Un test très simple aussi. Là, quel que soit l'âge de l'enfant, je pense que même un enfant, fin de maternelle, demander de dessiner un sexe d'homme, un zizi, un pénis, tout le monde sait schématiquement dessiner un pénis. On en voit d'ailleurs sur les ports des toilettes, sur les bancs d'école, justement, le nombre de pénis en érection qui sont dessinés. Faites le même exercice, même avec des femmes adultes, de dessiner leur sexe ou de dessiner schématiquement une vulve. Ça va être compliqué. Oui, j'ai déjà fait l'expérience avec des adolescentes, elles en ont été incapables. Elles m'ont fait des lignes, alors parce que c'est par pudeur ou... Oh, mais encore... les deux se mélangent. Cette pudeur, je pense, c'est culturel. Hein. On en revient... tout à fait. La sexualité des femmes, elle n'a pas été... valorisée finalement à la même hauteur que celle de l'homme. À l'inverse, la sexualité des femmes est contrôlée. Elle devait en tout cas être limitée à la procréation et absolument pas dans le plaisir. Et du coup, je pense qu'il y a eu insidieusement un discours aussi très négatif sur l'organe, le sexe féminin. Je me permets de faire une mini parenthèse. Lucas, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux venir me remettre le chat en fenêtre, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai pas une assez bonne vue pour voir. Hein. Oui, là, c'est fort petit et je ne me rappelle plus de la méthode. Je suis désolé. J'ai oublié. Je sais que c'est dans la petite roue crantée, c'est ça? Mettre le chat en fenêtre, j'aimerais bien le mettre sur l'autre écran. Alors, tu quittes les paramètres de modération. Chat fenêtre. Ah, voilà. Merci. Parfait. Excusez-nous pour ce petit interlude. Ça sera beaucoup plus lisible comme ceci. Ah ben, il n'y a plus personne. Affichez le chat. Voilà. Normalement, les nouveaux messages devront arriver là. Il y avait un commentaire de Nanapsy par rapport au fait d'éduquer effectivement différemment une petite fille ou un petit garçon. Alors, évidemment, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on ferait sans Lucas, hein? Je suis... Lucas, comment on revoit mes autres messages, les messages du dessus? Parce que là, ils ne s'affichent plus. Ou alors si Nanapsy peut reformuler sa question... Retape-nous ta question, s'il te plaît. Ou ton... En plus, Lucas est en train de faire le C'est pas sorcier dans le chat. Et non, mais c'est très bien. Du coup, tu disais, je me souviens que c'était une question. Elle disait que c'était une question d'éducation et qu'on n'éduquait pas les filles de la même manière que les garçons. Non. Et là, je pense qu'elle a raison. Hein. Et d'ailleurs, un de mes slogans, une phrase vraiment qui me tient à cœur, et vraiment par rapport à ce sujet de l'éducation sexuelle, c'est ne plus protéger les filles et éduquer les garçons. Lucas le met le lien sur une étude. On parlera plus, je pense, du genre la semaine prochaine avec un live qui sera consacré donc aux orientations sexuelles et aux questions de genre. Mais par rapport à l'éducation sexuelle d'un petit garçon ou d'une petite fille, en famille, à l'école, ça va pas du tout être la même. On va effectivement de nouveau les filles axer sur fais attention, ne suscite pas, ne provoque pas, évite telle situation, mets ça et ça en place. L'éducation sexuelle des garçons, oui, je sais pas si elle est plus évidente. Elle est plus fluide dans le sens où peut-être qu'il y a moins de questions qui se posent, il y a moins de risques dans la tête des parents par rapport à un garçon. On a quand même souvent cette croyance que un petit mec, finalement, il va prendre sa life en main et qu'il n'y aura pas de souci. Qu'une fille, il faut toujours la mettre un peu sous un cocon de protection. Moi, il y a cette analogie qu'on fait quand un enfant se fait une chute. Et on dit, voilà, quand c'est un petit garçon qui fait une chute, on va lui dire « Allez, bonhomme, ça va aller, mon gars, t'inquiète pas, t'es un bonhomme, tu vas y arriver. » Et il se relève et il doit être courageux parce que les gamins, ça ne pleure pas, évidemment. Et les filles, à l'inverse, ça va être « Oh là là, la petite chérie, tu veux un bisou magique? Attends, on va faire ce qu'il faut. » C'est un peu là-dedans qu'on est quand même. Hein. Ça reste effectivement quelque chose dont on est tous imprégnés. Je pense que même quand on est
justement informé, conscient de la construction justement sociale par rapport au genre féminin-masculin, même quand on est conscient de ça, il y a des automatismes parce qu'effectivement on n'efface pas des centaines, si pas des milliers d'années d'histoire, simplement en se disant bah non, je vais acheter autre chose que des Barbie roses à ma fille. Il y a d'autres choses qui vont passer. Dans la manière dont la fille va s'asseoir, croiser les jambes, pas le petit garçon. Je pensais en termes d'éducation sexuelle, les petits garçons, on les reprend souvent par rapport à la masturbation. Avec quelque chose de particulièrement violent et pas du tout constructif si tu continues à le toucher, on va te le couper. La menace de la castration. Ah oui, quand il y a effectivement là de nouveau découverte d'un plaisir corporel sain, si justement il est cadré par l'adulte qui va pouvoir expliquer à l'enfant le pourquoi et surtout l'endroit et à cet âge-là justement l'absence de personne autour de cet acte, mais pas du tout d'être dans une réaction de menace ça arrive encore. C'est des choses... Oui, donc il y a vraiment une... Alors après, je pense qu'il y a des familles un peu plus modernes, hein, où on va sortir un peu des sentiers battus, mais il y a quand même toujours un peu ces rôles qu'on met chez les filles et les garçons. Et ça me faisait penser à... Alors, donc le commentaire, c'était de Nanapsy, c'était une étude à montrer, merci Lucas de l'avoir remis, qu'on ne tient pas de la même façon un bébé fille et un bébé garçon. La fille est portée ventre contre ventre alors que les garçons sont tournés vers l'extérieur, ventre maman contre dos du bébé. Eh bien, je ne le savais pas. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait cette différenciation-là qui se faisait. Donc ce serait instinctivement alors du coup ce comportement, parce que enfin... J'essaye d'imaginer des moments, de repenser à là, c'est la symbolique et c'est ça l'homme a toujours eu la sphère extérieure. Les hommes, c'est le monde extérieur. C'est eux les explorateurs, c'est eux qui allaient travailler. La femme, le mammouth. Sa sphère, c'est l'intime, c'est la maison, c'est le nid. Donc, à mon avis, là, de nouveau, je pense, voilà, c'est toute une sorte d'héritage. Et du coup, le petit garçon, effectivement, il va être tourné vers l'extérieur. Et la maman vers l'intérieur. Il y a pas mal d'études qui sont faites par rapport justement à la question du genre. À partir d'une photo d'un nourrisson qui pleure, on voit juste la tête du nourrisson et de nouveau on va demander à des adultes ou en tout cas à un panel, c'est un petit garçon qui pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? C'est une petite fille qui pleure. Quelles sont les raisons de ses pleurs ? C'est le même bébé, c'est la même photo. Les réponses sont généralement totalement différentes. Ça aussi, il y a des études qui le prouvent, quand une femme apprend le sexe de l'enfant à venir, aussi la manière de toucher son ventre ou même de s'adresser à son futur bébé, l'intonation ne sera pas la même si elle sait que c'est un petit garçon ou une petite fille. Donc c'est vrai que c'est... Donc on en vient l'inné, l'acquis, moi je trouve que c'est des sujets formidables à creuser. Et c'est fou de se dire que déjà in utero, ça pose les bases en fait. C'est assez fou. Et Alexei, les fameuses... pas baby shower, les trucs maintenant où on révèle le futur sexe de l'enfant, avec des fêtes de plus en plus démesurées, du rose en paillettes ou du bleu en fumée. Du baby gender revealing, un truc comme ça. Donc l'importance effectivement déjà du sexe biologique avant même la naissance. Oui, et alors, je suppose que vous en toucherez peut-être 2 mots au live de la semaine prochaine sur les orientations sexuelles, mais sexe biologique aussi, ça veut pas forcément dire grand-chose aussi. Non. Donc ça, on en a déjà aussi beaucoup parlé. Orientation sexuelle et sexe genre, biologique et genre. C'est des choses qui sont très, très précises et on peut pas utiliser n'importe quel mot pour parler de n'importe quoi. Et j'avais aussi, je reviens un petit peu sur l'adolescence. Et je reviens sur le cas des filles et de leurs règles. Parce qu'on disait tantôt, j'exprimais le fait que qu'on disait que le sexe des filles était sale, etc. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les filles ont quand même leurs règles plus tôt. Et donc, est-ce qu'il y a quand même pas une notion d'éducation plutôt que qui se fait, ou tu vois, je veux dire... Est-ce que ma question est la suivante. Est-ce que ça change quelque chose que la puberté touche les filles un tout petit peu plus tôt que les garçons dans l'éducation, d'après toi? Après, je pars peut-être dans des... J'avoue que j'en sais rien.
mais peut-être effectivement qu'il y aura ce souci-là de la part des adultes, parce que c'est de l'éducation sexuelle, justement, de pouvoir prévenir une petite fille sur ce qui l'attend. Ou quand elle arrive à l'âge où que le parent ou l'adulte détecte justement des signes de puberté et que donc ces premières règles vont arriver, et là, ils en parlent. C'est vrai que du coup ça met peut-être plus vite effectivement ta réflexion. Et juste la puce à l'oreille de tiens, on va parler de ça, que des changements corporels chez le garçon à la puberté qui passent inaperçus ou qui viennent un peu plus tard et du coup le parent met peut-être ça de côté. Et que du coup, le garçon qui, peut-être vers ses 11-12 ans, va commencer à se questionner, il y a quand même déjà eu 3 ans qui ont pu se passer. On rappelle que les règles chez les filles, ça peut commencer à 9 ans, 10 ans. C'est précoce, hein. La moyenne reste 13 ans. D'accord. Puberté fille-garçon, mais avec effectivement, par rapport à cette moyenne, des écarts dans un sens ou dans l'autre qui peuvent être conséquents. C'est vrai que oui, 8-9 ans pour une puberté dite précoce. Donc t'imagines, à 8 ans, certains parents ont déjà dû dire à leur fille... on en revient, et ça dépend là aussi des familles ou du milieu de vie de l'enfant, parce qu'on en revient, tous les enfants ne vivent pas en famille, ou en tout cas pas avec leurs parents. Je pense aux enfants qui vivent et qui grandissent en institution, ou avec un autre membre de la famille. Quand la fille découvre effectivement qu'elle est réglée et qu'elle va vers un adulte, ou en panique, ou en sachant quand même un peu ce qui se passe, mais sans être certaine, il n'y a pas toujours des adultes qui vont prendre le temps de lui expliquer. Même l'utilisation, ça va être très succinct, quoi. C'est ça. Il y a plusieurs réflexions qui nous viennent. Du coup, vu qu'il y a une influence in utero sur le comportement des enfants, comment est-ce que vous faites en Evras ? Vous déconstruisez, vous essayez de faire avec ce que les parents ont inculqué à leurs enfants. Oui, en fait, notre rôle en Evras... c'est déconstruire tout ça. C'est déconstruire. Les stéréotypes de genre, c'est un thème d'animation qui est dans nos missions, qui est vraiment important. On en revient, l'égalité, elle passera par l'éducation en déconstruisant justement tout ce qui est de l'ordre de... en tout cas là dans les rôles hommes-femmes, qui n'est pas du biologique, qui est vraiment de l'ordre de la construction sociale. Alors comment on fait ça en animation ? Il y a des outils pédagogiques, de nouveau, qui existent et qui sont très bien faits. Ça part souvent quand c'est des petits justement d'une histoire, Zazie a-t-elle Azizi, qui a été déclinée en plus en pièce de théâtre, une petite vidéo où vraiment de faire dessiner par exemple à l'enfant une chambre de bébé. Et l'enfant ne doit pas dire justement si cette chambre de bébé sera la chambre d'une petite fille ou d'un petit garçon. Et puis le reste du groupe, quand l'enfant montre son dessin, doit deviner est-ce que c'est la chambre d'une petite fille ou d'un petit garçon. Et donc là de nouveau on va partir de ce que l'enfant amène dans son dessin, des réflexions du groupe, et que ce soit des très jeunes enfants, des ados, très très vite, ils se rendent quand même des fois compte des incohérences ou des arguments qui tiennent finalement peu la route quand on se réfère à oui mais la nature veut que les hommes fassent ceci, que les femmes fassent ça, ou que les filles savent pas jouer au foot. Et là, moi j'en viens à un outil que j'ai beaucoup utilisé aussi, qui était présent dans le fameux bus, etc. Donc, pour ceux qui l'ont connu, c'était un bus de la tech qui avait été aménagé en espèce de petit parcours d'animation sur la vie affective et sexuelle. Et dans ce bus, une des affiches, c'était les vrais hommes doivent et les vraies filles doivent. Et il y avait 2 listes, et c'était des gros clichés, quoi. Donc les hommes doivent savoir se servir d'une foreuse, boire de la bière, aimer le foot, ne pas avoir peur de se battre, ne pas se battre et défendre sa copine, en avoir une grosse, très par rapport à la masculinité, ça reste effectivement les critères. Ça c'est un critère qui... Et du côté de la femme, c'était Marilyn, et c'était la vraie femme, elle a peur des souris, elle boit du Coca Light, c'est ça, elle lit des magazines de mode. Elle lit des magazines, elle aime les enfants, ou elle veut des enfants. Enfin, il y avait quelque chose aussi par rapport à la parentalité. Elle est maternante. Et en fait, c'est tout simple, en fait. Il suffit de prendre la liste homme, la liste femme, et de poser la question au groupe. Et il y aura forcément des garçons qui vont dire moi je suis très à l'aise à l'idée de m'occuper de ma petite sœur qui a 2 ans. Il y en a toujours un dans le groupe qui dit vous savez monsieur, moi j'aime pas le foot, ça veut rien dire cette histoire. Et chez les filles c'est pareil, des filles qui savent se servir d'une foreuse ou des filles qui savent se battre, il y en a des tas.
Donc, c'est pas compliqué de déconstruire les stéréotypes. Il suffit juste d'y consacrer un peu de temps. Ce qui est intéressant dans ton commentaire par rapport à la loyauté envers les parents, tout dépend effectivement, tout dépend du discours des parents. Nous, en tout cas, par rapport au planning des DY, c'est vrai qu'en milieu rural, on est peu confronté à des modèles familiaux très rigides en termes de distribution des rôles féminins-masculins. Tout à fait. Après, cette loyauté envers le parent, l'animation peut justement être bénéfique. Je pense que ça peut être une manière d'aborder une chouette discussion en famille le soir à table. Ici, je me dis que tu parles de loyauté et de loyauté dans certaines familles. Encore une fois, on en revient à l'aspect un peu culturel. Oui, il y a des familles où la remise en question pourra avoir lieu. Il y en a où très clairement le sujet n'a même pas le droit d'être évoqué. Donc, et nous, c'est vrai que ça va. Maintenant, il y a quand même des réticences qui vont être dues à un comportement un peu traditionnel. Enfin, chez les familles traditionnelles ardennaises, parfois, on a aussi des gros préjugés sur ce que doit être un homme, ce que doit être une femme. Donc, voilà, il y a... Ça dépend. C'est rare, mais ça dépend. Et nos animations, que ce soit sur les stéréotypes de genre ou même sur d'autres thèmes, c'est toujours, j'aime bien l'image d'une graine qu'on plante. C'est pas ça qui va complètement changer un individu ou sa manière de penser. Ça va être, à un moment donné de sa vie, une info, un autre regard sur, et c'est peut-être des fois même des années plus tard que l'enfant ou le jeune... Alors de nouveau, c'est pas une histoire de souvenir. Je me souviens de l'animation du planning qui m'a fait dessiner une chambre de bébé, mais... Voilà, c'est une pierre en plus, parce qu'on en revient à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est tout au long de la vie, et c'est par toutes les personnes finalement qui gravitent autour de nous qu'on va. Je veux dire, c'est pas que via... Je n'ai même pas eu, moi, des cours d'éducation sexuelle à l'école que j'ai appris. C'était des fois aussi dans des discussions, on en vient, avec ma maman, ma grande sœur, mes copines, des lectures, et puis à un moment... Tu n'as pas eu il n'y avait pas de... Non, je me souviens de ce cours de biologie sur la reproduction. Je me souviens qu'on a eu une séance d'infos sur l'IVG, mais c'était pas une animation, parce qu'il n'y avait pas eu cette possibilité justement de poser des questions. D'accord. Ça avait été juste vraiment une sorte de carte de visite voilà, de nouveau, sachez si ça vous arrive que il y a ce choix-là qui est possible. Donc c'était déjà très bien, et je pense qu'à l'époque c'était quand même une initiative plutôt positive. Très positive. Mais on a reçu un nouveau follow, Ico Off. Bienvenue à toi, tu es le 38e sur notre chaîne. Merci à toi. Donc pour toutes les personnes qui sont en train d'arriver ou qui viennent d'arriver, donc Maureen et moi-même, on est travailleurs au planning familial Ourthe-en-Blève en Belgique, et on est en live pour répondre à toutes les questions que vous voulez sur la sexualité, sur comment aborder la sexualité chez les enfants, chez les ados. Avec les adultes, dans le sens où, là je rebondis sur... la question de Nanapsy, à laquelle Métalapin a répondu entre-temps, de savoir si on proposait, si on mettait en place des animations dans l'enseignement spécialisé. On réalise des animations vie affective, relationnelle et sexuelle dans le spécialisé, primaire, secondaire, différents types, Enfin, voilà, là, c'est de nouveau beaucoup à l'initiative d'un prof ou d'une prof qu'on va venir faire l'animation. Et alors, par contre, on met aussi en place des projets EVRAS dans des institutions, au sein de foyers, centres de jour, avec là donc des adultes en situation de handicap. Et oui, c'est ça. Donc, quand on parle de milieu spécialisé, c'est plutôt porteur de handicap, de modéré à pas du tout modéré, du coup. Il y a plein de cas de figure possibles. C'est un travail qu'on fait quand même beaucoup ici. Oui. Et c'est vrai que c'est une autre approche aussi, mais elle est plus que jamais utile et pertinente parce que les personnes porteuses de handicap, c'est aussi des personnes qui vivent parfois très fort justement qui ont beaucoup de frustration par rapport au fait qu'ils peuvent pas ne fût-ce que te parler du sujet parfois. C'est des grands oubliés, je pense, dans pas mal de sujets. On en vient à l'éducation sexuelle, c'est déjà, même si c'est une obligation en Belgique et en France, je pense que le décret est passé en 2018, je suis pas sûre pour la France. Même dans l'enseignement traditionnel, c'est toute petite part de la scolarité, par rapport à un parcours quand on a une personne en situation de handicap, il n'y a jamais d'éducation sexuelle. On en revient pour le parent,
Là, il y a vraiment d'autres freins à comment parler de sexualité avec son enfant. Est-ce que l'enfant... Enfin, voilà, pour le parent, c'est souvent très compliqué. L'école ne le fait pas. Et donc, on se retrouve finalement avec des adultes qui n'ont même pas eu... On n'en vient même pas à avoir un droit à la sexualité, mais un droit à l'information en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Et pouvoir, on en revient, savoir comment fonctionne son corps, comment fonctionne le corps du sexe opposé, ou alors justement connaître ses droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle quand on vit en institution ou quand on est porteur d'une situation de handicap avec... Voilà, C'est vraiment des grands oubliés dans plein de niveaux, hein, il faut le dire. Mais au niveau de la sexualité, c'est vrai que nous, en tout cas, on constate souvent qu'il y a vraiment une grosse demande de ce public-là ne fût-ce que d'en parler, ne fût-ce que d'en parler et d'être un peu éclairé. Et voilà, et c'est encore une fois, on en revient peut-être à la notion de différence, hein, ce qui fait la différence a peut-être tendance à effrayer parfois, et alors que c'est des êtres humains comme vous et moi, et donc des êtres humains qui à un moment donné de leur vie vont avoir des pulsions sexuelles, et donc qui vont devoir gérer, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut les aider à gérer ça le plus vite possible, afin qu'ils soient le plus adéquats possible dans la société aussi, parce que si on leur donne jamais de cadre, de règles, etc. Les cadres, ou de nouveau une possibilité justement d'expérience. D'avoir des échecs amoureux, d'avoir des rencarts, d'avoir des premiers baisers, des premières fois, une vie de couple quand c'est possible, hein, on en vient, une situation n'est pas l'autre, mais c'est vrai que le point particulier par rapport à la sexualité des personnes porteuses de handicap, souvent c'est très binaire, ils sont soit très très infantilisés, d'ailleurs dans certaines institutions on les appelle les jeunes. Ils ont en moyenne 50 ans, mais c'est les jeunes. Donc on les voit un peu comme des grands enfants. Donc on en vient plutôt des anges asexués qui n'ont pas effectivement d'intérêt pour la sexualité, pour la vie amoureuse. Ou à l'inverse, on va diaboliser. Justement dans le sens où ce sont tous de potentiels agresseurs, des gens incapables de justement contenir leur pulsion ou leur attirance. Et ouais. Donc, d'où l'importance d'aborder l'éducation sexuelle à tous les niveaux, à tous les âges, partout. Et alors, je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit tantôt et qui m'a aussi réévoqué notre fameuse conférence qu'on avait fait il y a 3 ans devant 50 personnes où je me suis littéralement chié dessus. Hein, voilà, on va le dire. Je suis encore plus qu'aujourd'hui, c'est pour vous situer le niveau de stress. Là, le niveau de stress, il est là. Quand on était à ce truc-là, il était... Voilà, il était à perpète, quoi. C'est important de dire que c'est tout le monde qui doit faire l'éducation. Le prof de gym, on en vient en tout cas les adultes, quand ce sont des adultes professionnels, hein, on ne demande pas ça à vos voisins, voisines, quoique, hein, mais je pense qu'à un moment ça arrivera quand tout le monde aura bénéficié de cette éducation sexuelle à l'école. Voilà, vraiment du prof de gym à la personne qui s'occupe de la garderie, ce sont des gens qui doivent être formés à avoir de nouveau une info sur justement les discriminations en lien avec le sexe, en lien avec le genre, en lien avec les orientations sexuelles, ne plus tolérer certaines blagues ou commentaires, que ce soit homophobes ou sexistes. Et ça, effectivement, c'est dès en tout cas dès la primaire. L'insulte qu'on entend le plus fréquemment dans une cour de récré, même en primaire, c'est pédé. Puis pour les filles, arrive pute, sale pute, etc. On en vient, là, c'est pas juste l'animation de 2 heures. Voilà, de nouveau, c'est à l'adulte de corriger, de rectifier, de sanctionner si c'est... Et de plus banaliser certaines paroles aussi. Hein, ou certains gestes, lever les jupes des filles, autoriser de nouveau certains comportements, les trouver adéquats et normaux si c'est des petits garçons. Ah ouais, mais il la taquine, ah ouais, mais c'est parce qu'il t'aime bien qu'il vient te... Non, on n'apprend pas aux enfants que la violence fait partie d'une manière de rentrer en relation. Enfin, c'est un peu contradictoire de dire à une petite fille de 5 ans « Ah, il t'aime bien, c'est pour ça qu'il te tire les cheveux ». Et puis effectivement de s'étonner des chiffres en termes de violence conjugale ou de violence sexuelle. Tout à fait. Et c'est aussi en tolérant l'attitude ou en ne réagissant pas à l'attitude d'un petit garçon qu'on va instituer un peu plus les comportements sexistes, les comportements de harcèlement de rue, et tout ça, voilà. Plus tôt on y coupe, et mieux ce sera, parce que plus tôt on aura instauré dans la tête du jeune que telle chose ça se dit pas, telle chose ça se fait pas. Il y a une autre manière de le dire, il y a une autre manière de le faire.
Mais voilà, on en revient encore une fois à l'éducation. Et si un enfant à la maison entend aussi des discours, et là, on n'est pas que dans le cadre de la sexualité, le racisme, c'est la même chose. L'acceptation de la différence, quelle qu'elle soit, on a abordé juste avant les situations de handicap, mais voilà, ça c'est... Toute cette tolérance se travaille dans tout l'entourage du jeune et aussi à la maison. Et pour moi, pour l'école, par rapport à l'école, ça doit faire partie d'une mission. Ouais. D'avoir cette attention. On en revient à quels sont les acteurs qui peuvent faire de l'Evras. Je parlais du prof de gym. C'est pas simplement dire à un petit garçon, t'as pas le droit de lever la jupe de ta copine. C'est aussi prévoir des séances par rapport au développement. L'image corporelle, se sentir bien dans son corps, c'est de l'éducation à la vie affective et sexuelle. On ne peut pas arriver adulte à avoir une sexualité qu'on vit comme épanouissante parce qu'on sait, justement, on en revient à parler, discuter. Si tout petit, on ne nous apprend pas les émotions de base, identifier ton émotion, exprimer un besoin. Voilà, ça c'est aussi la base d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et je rebondis sur ce que je voulais dire tantôt, le consentement. Voilà, oui. On en revient sur ce qu'on dit depuis à peu près 15 lives, c'est que le consentement, c'est une notion qui, chez des adultes de 29 ans qui ont eu un système éducationnel pourri, ça va se rattraper beaucoup plus difficilement que si déjà dès 3, 4, 5 ans, on est déjà en train de dire « tu peux pas dire les choses comme ça ». Voilà, machin, et on corrige, on évite. Un petit exemple sur comment finalement on peut apprendre le consentement à son enfant, et là, indépendamment du sexe de l'enfant, c'est aussi par rapport, on lui dit toujours, respecte ton corps est ton corps, personne ne doit toucher ton corps. Là, on en vient à la prévention des abus sexuels. Oui, aussi. Dans l'éducation, que ce soit celle des parents ou celle de l'école, ça fait aussi partie, on en revient au risque, mais auquel on pense. Donc le parent va être dans ce genre de discours, ton corps est ton corps, et puis 10 minutes après, on va à la boulangerie et on croise la voisine ou Tata Simone, et on va l'obliger, l'enfant, à faire une bise, à embrasser. Enfin bon, là, avec le Covid, ça va limiter les choses, mais à un moment, on dit bonjour, on est poli, on fait un bisou. C'est quand même quelque chose qui, justement, en termes de distance corporelle, l'enfant ne se sent pas respecté dans ce qu'il demande. On en vient à ce qui est poli, c'est saluer la personne, lui dire bonjour. Si l'enfant n'a pas envie de lui faire une bise, on n'assiste pas pour que l'enfant fasse une bise à un adulte. Là tu ressors, je trouve, des vieux souvenirs où tu dois aller embrasser l'oncle machin qui est tout transpirant de la joue et que toi, t'as 6 ans et t'as juste pas envie. Et t'es petit, t'es gamin, donc t'as juste peur qu'on t'engueule si tu le fais pas. Mais en vrai, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre. Oui. Alors l'enfant, il peut faire une tape dans la main, il peut... Oui. Il y a plein d'autres façons de dire bonjour. Il y a de chouettes petites vidéos j'ai vu circuler pas mal de vidéos des instits qui par rapport à comment dire bonjour à l'enfant. De nouveau, c'est pas à l'institutrice d'imposer sa bonne façon de faire à un groupe classe de 20 à 25, c'est de laisser à un enfant, par exemple, 3-4 choix. Un signe, un check, il y avait une petite danse, voilà, bisou, c'est... Ouais, voilà, j'ai adoré ces séquences d'instit qui... chaque élève ça, c'est de l'Evras. Ouais. Et c'est finalement une manière aussi d'apprendre le consentement à des enfants. Tout à fait. De dire finalement, il y a des choix possibles, il y a des négociations possibles, il y a des refus qu'on peut poser. Non, moi, Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Et l'Evras à l'école, ça passe par l'attitude, mais aussi par des petits jeux, des petits rituels aussi. On parle de langage, on parlera beaucoup d'émotions aussi, à mon avis, notamment avec ce qu'on a derrière. Alors, on a eu un petit peu de commentaires. Ça sent l'expérience, Arnaud. Pas du tout. Non, mais... On a tous eu un tonton ou une tata. Personnellement, je suis très content du Covid parce que ça m'évite de devoir refaire la bise. Bon, après, voilà, il y a des gens proches, des collègues proches, ça me dérange pas. Mais dans le social, comme on côtoie quand même souvent beaucoup de services différents, parfois on doit se taper un certain nombre de bises. Moi, ça m'arrange, voilà, je le dis, mais de fait. Avez-vous abordé la contraception masculine en Evras pour ados? Quelles étaient leurs réactions? Alors, depuis la discussion qu'on a eue la dernière fois avec Lucas, où on a beaucoup parlé contraception masculine, on n'a malheureusement pas eu d'animation Evras vu le confinement. Par contre, ce que je peux quand même relever, moi, en tout cas, tu pourras peut-être me donner ton regard après,
des souvenirs que j'en ai, ça reste compliqué. Les mecs ne veulent pas prendre une pilule. Voilà. On est sauvés. Les filles n'ont pas envie que leur mec prenne la pilule. Pour d'autres raisons. On est vraiment foutus alors. Hein, mais c'est vrai que quand on aborde la question de la contraception masculine en animation, c'est vrai que généralement on parle du préservatif, de la vasectomie, rarement des autres techniques. Je vais tenter. Franchement, le slip toulousain et d'autres, je pense que je l'aborderai maintenant en animation. Et de nouveau, je pense que c'est une manière de planter des graines et voir dans 10-15 ans alors si les choses évoluent un petit peu. Mais c'est pas compliqué. Je crois que Lucas et moi, on fait partie d'une génération où on a eu un peu d'Evras, mais clairement, contraception, c'était full féminin et plus capote. Je pense que si on fait bien notre travail et qu'on leur parle de contraception masculine maintenant, il y a moyen que dans 10 ans, ce soit moins un problème pour eux. Ouais. Et c'est ça, l'Evras. C'est déjà, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, quand on commence à parler des pilules pour filles, parce qu'on n'entend parler que de pilules pour filles, c'est de leur dire, pilule pour hommes, ça va exister, ça existe, c'est en cours. Et les gars, vous pouvez reprendre le contrôle aussi là-dessus. Et enfin, en tout cas, j'entends la crainte des filles, qui disent j'ai pas envie de laisser au mec la responsabilité. Que s'il oublie, mais après ça c'est la pilule pour hommes. Nous ça fait 50 ans qu'on est dans cette crainte. Hein. Il y a d'autres techniques. Enfin, et de toute façon, on en vient à un couple, la contraception. Si c'est discuté à deux, on pose pas les mêmes choix que finalement si c'est pour une relation d'un soir ou là, je pense que de toute façon, le préservatif restera pour d'autres raisons quand même l'option. Number one. Ouais. Mais pour... ouais, donc ça reste encore compliqué. On en parle dans les animations. Même parfois, les jeunes nous en parlent d'eux-mêmes. Ah, monsieur, la pilule pour homme, ça existe, c'est bien, c'est quoi, c'est de la merde. Alors là, on creuse un peu avec eux, on leur dit ce qu'on en sait. C'est-à-dire pas grand-chose, il faut bien le dire. Mais voilà. Et après, je me dis... L'éducation, en général, pas que sexuelle, je pense qu'on doit aussi s'adapter par rapport à tout ce qui est justement technologie ou brevet scientifique. Le fameux Vasigel, quand il sera connu du grand public ou quand il aura fait justement, on va dire, ses preuves avec du recul et que ce sera plus connu, sera effectivement beaucoup plus évident aussi. C'est difficile, on en revient dans une animation qui est très courte avec plein de questions, de développer des fois en profondeur un sujet. Ouais. Donc plutôt que de donner des informations à moitié erronées ou pour lesquelles on n'est même nous pas toujours tout à fait formés, on va en parler, mais de manière relativement succincte. Et comme tu dis, on va pas non plus faire des erreurs ce serait quand même bête de donner des fausses infos. Donc, et pour être tout à fait honnête avec toi, Nanapsy, on en parle quand même très rarement en animation. Hein. Oui. De contraception masculine. Avec les ados, à chaque anime, même dans les groupes de garçons. Mais c'est vrai que c'est exclusivement le préservatif. Oui, ça on en déballe. Je crois que Lucas l'avait dit, plus haut, Métalapin l'avait dit. Que oui, au niveau préservatif, on aborde systématiquement les préservatifs, mais on ne parle pas souvent des autres, tout à fait. Je viens de prendre la mamie pleine de protubérances faciales douteuses. Oui. C'était le tonton transpirant, mais... Je viens de prendre conscience en entretien pré-IVG qu'on aborde la question de la contraception. Je n'ai jamais parlé du slip chauffant et autres. Mais oui, parce que ça reste... Après... Les centres IVG, il y a peut-être aussi... je sais pas, est-ce que c'est la question de la fiabilité, comme c'est pas encore trop au point, entre guillemets, peut-être qu'ils n'en parlent pas, parce qu'ils n'ont pas envie non plus de renvoyer les gens sur une fausse piste. Maintenant, moi, ce que je me dis, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable aussi, c'est que peut-être que dans nos milieux très... féministe, peut-être qu'il y a une crainte aussi de remettre cette contraception chez l'homme. Je ne sais pas. Là, je lance un pavé dans la mare, Nanapsy. Peut-être que toutes les collègues avec qui tu travailles vont me sauter à la gorge, mais peut-être aussi qu'il y a... Je reviens encore sur cette réticence de laisser l'accès à la contraception aux garçons, comme s'il n'y avait pas confiance. Là, j'allais dire, je pense pas que ce serait de dire on n'a pas confiance dans le partenaire masculin. C'est de quand même pouvoir remettre de nouveau la contraception au milieu, comme étant la responsabilité de chacun. Là-dessus, enfin, chacun, un truc qui soit justement partagé par les deux. Par les deux du couple. C'est pas toujours qu'une histoire justement de confiance, et on en vient. Je connais des couples hétéros où c'est la femme qui était en l'air et le mec
psychorigide qui fait des to-do list et qui va jamais rien oublier. Donc c'est pas toujours qu'une histoire de non, aucun homme ne fera attention, tous les hommes sont négligents. Déjà, je crois que c'est parce qu'effectivement, slip chauffant, vasigel, etc., c'est pas encore suffisamment fiable pour que ce soit proposé dans un entretien médical. D'accord. Donc là-dessus, on est bien d'accord, c'est pas encore au point. Après, le côté remettre chez les hommes, je pense qu'en fait, oui, comme tu dis, c'est un truc de couple, la contraception. En couple. Et Parce que même l'exemple du préservatif masculin qui va se poser sur là de nouveau, c'est pas. On a quand même cette répartition des fois un peu justement stéréotypée de dans le couple hétéro, la fille va s'occuper de tout ce qui est en lien avec sa pilule ou son moyen de contraception hormonale, hein, donc aller chez le gynéco, l'ordonnance, aller en pharmacie. Si c'est une fille qui doit payer parce qu'elle a plus de... C'est 21 ou 24 ? C'est ça a augmenté, mais enfin qu'elle n'a plus l'âge où c'est intégralement remboursé, c'est elle qui va payer 100% de la contraception du couple. Et par contre, quand il faut des préservatifs, aller les chercher en planning ou en pharmacie ou autre lieu, c'est souvent le garçon. Donc on en vient, si la contraception est quelque chose de partagé, une fille va s'en rougir à la grande surface chercher une boîte et le lubrifiant qui va avec, et à l'inverse un garçon peut dire tiens, t'as ton ordonnance de pilule, je vais vite à la pharmacie, cette fois-ci c'est moi qui paye, enfin ouais, ça se partage. Ouais. Et je pense aussi en tant que garçon, je leur dis quand votre copine prend la pilule, intéressez-vous à comment elle doit faire, à quelle heure elle la prend, si elle a installé une petite appli pour voir, pour essayer de s'aider pour son cycle de règles, est-ce qu'elle a l'air... Enfin, je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser et justement être là en appui et dire, il est 21h, tu n'as toujours pas pris ta pilule, toi ? Et peut-être qu'elle va... Merde, ma pilule! Et que c'est comme ça aussi, c'est en travaillant ça en couple. Ouais, non, clairement, je pense que là... on alterne, hein. Il y a plus de... De toute façon, il y a de toute façon plus d'idées dans deux tests sur... J'arrive plus à parler ce soir. Sur deux têtes ou quatre épaules. 2 têtes et 4 épaules. Il y aura de toute façon plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Donc, voilà. C'est clairement pas intéressant de laisser ça uniquement dans la main des filles ou des garçons. Donc... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Contraception, question d'hommes, question de femmes, question de deux, question de personnes, on se protège pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Le stérilet. Le stérilet. Alors, c'est le point de vue d'une amie, mais je ne sais pas pour mes collègues. Oui, voilà, ça c'est... ça dépendra un petit peu de l'accueillant ou du duo d'accueillants, hein. Oui, c'est ça. Et puis, je pense aussi qu'en consultation IVG, on va d'abord se centrer peut-être sur toute la question, déjà, de l'étape qui va être franchie. Et donc, peut-être que contraception masculine n'est peut-être pas l'un des thèmes les prioritaires. Par contre, contraception, bien... Plutôt dans le cadre de l'entretien post, où là, justement, cet entretien au-delà du contrôle... permet là, effectivement d'être plus dans la mise en place ou la remise en place d'une méthode contraceptive qui soit fiable et pour laquelle la femme et le couple va adhérer. On en vient, si on n'adhère pas aux moyens de contraception qu'on nous prescrit, ça va favoriser les échecs. Et les échecs de contraception, il y en a beaucoup. Oui. On pense souvent que les gens qui avortent, c'est des gens qui font pas gaffe. En fait, c'est souvent des gens qui ont fait gaffe, mais ça a foiré quand même. Donc, 2 têtes pour la contraception, c'est bien assez. Hypothèse, si dans un couple où l'homme, la part principale de la contraception, mais que madame tombe enceinte, je pense que la culpabilité sera davantage du côté de madame, même que du point de vue de l'entourage, tout sera mis sur elle. De même que du point de vue de l'entourage, tout sera remis sur elle. Ce qu'il y a, c'est que ma première idée, c'est qu'on va la soupçonner d'avoir été infidèle. Si dans un couple où ce serait l'homme qui aurait mis en place un moyen de contraception, la femme est enceinte,
il y aura d'abord une demande de test de paternité. Ça, c'est ma première hypothèse par rapport à la situation. Probable. On va sûrement questionner l'infidélité de la femme. Peut-être que il y a aussi cette notion de bon, au planning, on propose notamment à l'accueil toute une série de choses qui sont intéressantes. Quand il y a eu un risque qui a été pris et qui a été avéré, on propose ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Donc c'est une méthode hormonale, une contraception d'urgence hormonale qui va agir de 1 à 5 jours après le rapport sexuel pour éviter au maximum que la grossesse n'ait lieu. Donc il y a aussi cet aspect-là. Si on sait qu'on a eu un risque et que dans le couple, ni l'un ni l'autre ne s'est dit mais bon là la capote elle a quand même craqué, là il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose. Ou ta pilule est restée sur ta plaquette ou... Ouais voilà. Donc encore une fois, si la capote craque, que le mec s'en rend compte, qu'il prévient pas sa partenaire, je suis sûr ça a dû avoir lieu plein de fois, ça a dû avoir lieu plein de fois. Du coup tu te dis... Attends, la capote craque, le partenaire prévient pas? Elle s'en rend compte, hein. Si il y a éjaculation, généralement à un moment elle va... Même pour des petites quantités? Toute petite. Sinon, à un tout moment, cas, la pesanteur fera son travail. Ça, oui. Ou après, il peut y avoir une confusion entre les différentes sécrétions, mais... Je me dis toujours qu'il y a moyen de... Dans un sens ou dans l'autre, je suis sûr qu'il y a moyen de truander le système. À mon avis, tu sais faire... Torsive. Une fille pourrait, effectivement, faire croire qu'elle prend sa pilule alors qu'elle l'a pas prise. Mais à mon avis, un homme pourrait... dans un moment précis, peut-être. Oui, je mets mon slip chauffante X heures et puis je... Oui, c'est ça, je l'ai mis que 14 heures. Je n'ai pas fait ma vasectomie. Non, mais c'est... Alors, culpabilité davantage du côté de madame, peut-être. Sans doute. Parce que la grossesse, c'est vrai que c'est elle qui va la porter. Donc, c'est vrai que le regard, ce sera peut-être porté plus sur elle. Maintenant, je pense que si c'est un couple qui est bienveillant, je crois que... Ça devrait bien se passer quand même. Il faut que je me relise, désolé. Non, mais c'est moi aussi, en enchaînant des phrases, c'est pas facile. J'ai fait ma vasectomie moi-même. Allez, un scalpel, un fil à coudre et c'est parti. Non, les gars, abusez pas. N'hésitez pas à nous balancer vos questions, hein, si vous en avez, on est là pour y répondre. Si pour vous il y a quelque chose un petit peu de compliqué, que vous... dans tout ce dont on vient de parler. Si on en revient un petit peu à nos ados, nous, et nos jeunes, donc on a expliqué un petit peu les différentes personnes qui devaient prendre part à l'EVRAS, à l'éducation à la vie affective et sexuelle. On a expliqué aussi l'importance du langage à employer au fur et à mesure des années. On a un petit peu parlé des différences filles-garçons aussi. On a déjà été pas mal complet. Ouais. Au niveau de l'adolescence aussi, là c'est vrai que je pense qu'à l'adolescence, à partir de la puberté, là les sujets aussi ils s'ouvrent. Hein. Oui. Ça s'ouvre énormément. Parce qu'il y a la question déjà de la puberté, qui en soi, ça peut déjà bien prendre 2 heures rien que de parler de la puberté. Et ils aimeraient souvent avoir 2 jours. Et je pense que au bout des 2 jours, si on jouait le jeu, il y aurait peut-être encore sans doute des questions, du moins des discussions. C'est ça. Et mais une fois que la puberté est enclenchée, ça pose la question des rapports sexuels, donc de la première fois, de la protection, ça pose la question du consentement, ça pose la question de l'orientation sexuelle. La timidité, la drague, la confiance en soi, la confiance en l'autre, la question justement de la fidélité dans le couple, comment savoir si l'autre nous aime. C'est quand on nous demande justement de faire de manière très scolaire justement à nous une liste des thèmes, des sujets qu'on peut aborder en animation, c'est quasiment impossible parce que tous les thèmes peuvent se décliner effectivement en arborescence, et je vais pas dire jusqu'à l'infini, mais quasi, parce que même parfois les groupes vont simplement parler justement du groupe, en fait, des ados, des autres, ça se passe pas bien avec machin, parce que c'est aussi ça l'adolescence, c'est l'âge du groupe, c'est l'âge des pairs, c'est l'âge des gens avec qui on évolue à l'école, et ces gens ont en général énormément d'importance parce que c'est les seuls, en plus de nos parents évidemment, pas dans tous les cas, mais qui vont nous accepter. Et donc j'ai souvent parlé aussi relations, amitié,
Alors oui, l'amour, etc. aussi, évidemment, mais voilà, c'est pas que centré sur le sexe. Ça peut partir très loin. La pornographie aussi. On en parle beaucoup, pornographie. Oui. Mais on en a parlé déjà effectivement dans les lives. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet, soit qui est amené directement. Hein, est-ce que ça se passe comme dans les films, ou j'ai vu ça dans un film. Est-ce que c'est, enfin voilà, après la suite de la question des pans. Et puis par contre, des fois, il y a des questions qui ne c'est pas sur le sujet en direct. Mais où nous, en tout cas, moi en tout cas, qui regarde d'adulte et d'animateur, je sens clairement l'influence de la pornographie ou de la consommation d'images pornographiques dans la façon dont la question est amenée, ou dans ce qui est vraiment dans la pratique sexuelle, par exemple, qui va être énoncée dans la question. Et là, de voir justement un décalage important, on en vient à l'éducation sexuelle, c'est de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et même tout au long de sa vie. Donc des ados qui ont eu accès à des images porno, donc vont parler de pratiques sexuelles, même pas une question de dire trash, pas trash, mais enfin des pratiques sexuelles d'adultes, et qui à la question, on en revient à cette question initiale de l'éducation sexuelle, mais tu sais comment on fait les bébés, ou dans le même ado va se dire ouais, finalement j'ai pas encore très bien compris cette histoire de... Attention à ne pas griller des étapes. Oui, hein. la pyramide, quoi. On met le socle, les fondations, c'est une maison ou l'éducation. C'est le même principe. Les bases tout petits, et puis au fur et à mesure, on avance dans les étages, mais... Alors, je me pose aussi une question par rapport à un jeune qui aurait, on va dire, peut-être pas ado, parce qu'à partir de l'adolescence, ça pourrait commencer à se gérer, mais un enfant qui aurait vu des images porno. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que... Alors, s'inquiéter sans s'alarmer. Alors là, tout dépend de... Est-ce que c'est l'enfant qui vient trouver l'adulte en énonçant ce qu'il a vu et du coup les questions qu'il pourrait avoir? Si c'est l'adulte qui surprend l'enfant en direct, ou via un historique, ou via une trace qu'il aurait laissée, je pense que dans tous les cas, donc si on a connaissance en tant qu'adulte qu'un enfant a vu des images pornographiques, il faut en parler avec lui. Alors de nouveau, il n'est pas question, je dis, de « Oh mon Dieu, flagelle-toi oui, et ça, flagellons-nous tous de ce qui s'est passé. » Va te laver les yeux au citron maintenant. Mais par contre, maintenant, après, justement, pouvoir justement, sans décortiquer les images, pouvoir, bien, on l'a déjà dit sur ce live, lui dire que c'est du cinéma, que ce sont des acteurs, que les corps sont des corps qui sont ou choisis ou retravaillés par chirurgie ou autre, peut-être pas là, mais en tout cas, de dire que c'est du cinéma. Je pense qu'un enfant, le cinéma, il sait ce que c'est, les films animés, les effets spéciaux, il connaît aussi. Donc bien de dire que c'est du cinéma, mais du cinéma qui est réservé à des adultes de plus de 18 ans. Et pourquoi? Et à chaque pourquoi, on avance un argument. Parce que les adultes, nous, on a le droit de faire l'amour et on aime faire l'amour, et certains adultes aiment voir d'autres personnes faire l'amour. Mais quand on a un enfant, on ne peut pas, on ne doit pas, parce que le cerveau n'est pas prêt, dire que l'enfant puisse se représenter son cerveau avec des petits arbres qui poussent et que toutes les branches ne sont pas... non, toute sa forêt n'est pas finie, et que donc... Non, c'est bien dit, ça. Voilà, ça va un peu lui... C'est l'image pour les synapses, c'est le développement de l'enfant, parce que les enfants, pour plein de sujets, nous confrontent à tiens, pourquoi toi, en tant qu'adulte, tu bois de l'alcool, oui, ou c'est ça, oui. tu as d'autres choses qui sont... Pourquoi tu fumes et tu roules trop vite? Mais c'est dangereux, tu sais. Oui, je sais. Oui, on sait, mais où je pense même à certaines boissons gazeuses hyper sucrées qu'un adulte va boire et interdire à son enfant, ça a du sens. Ou pas. Hein. Enfin, mais bon, en tout cas, par rapport à la pornographie, de bien dire pourquoi c'est interdit aux enfants. À qui c'est réservé, donc on en revient à dire à des adultes, que les adultes regardent ça... Non, j'irai pas jusqu'à parler de masturbation, mais de dire voilà, c'est du cinéma. C'est du cinéma qui est réservé aux adultes qui ont le droit d'eux. C'est ça. Ça me semble être dans un critère éducationnel relativement classique. C'est la voiture de papa, tu peux pas... Je reviens à la culpabilité par rapport à la grossesse, et je fais le lien avec la culpabilité non plus, effectivement, de... parce que si l'enfant, même très jeune, en voyant les images, il peut avoir différents types d'émotions, de ressentis, qui vont aller du dégoût, la peur ou de l'excitation,
Donc ça aussi lui dire que les films porno, quand c'est des bons films porno, c'est ça qu'ils cherchent et c'est ça qu'ils réussissent à faire, c'est à exciter. Et donc, ou même à l'ado, de dire que tu sois excité en voyant des images, ça a été fait pour ça. Mais on en revient, quel sera pour toi le bon moment pour aller... Pour aller en consulter. Oui. Pas tout de suite, parce qu'il y a quand même souvent chez les enfants, il y a quand même un dégoût peut-être quand même du sexe. C'est dégueulasse, ils sont tout nus. Oui. Il y a quand même ça, mais quand même peut-être avec une certaine curiosité derrière. Mais... Beaucoup d'ambivalence, hein. Oui. Ouais, on a envie de savoir, mais pas trop. Curiosité et beaucoup effectivement de dégoût, ou pas toujours... Enfin oui, toujours... Donc c'est pour ça, il faut un petit peu doser, mais il faut pouvoir expliquer de manière équilibrée et ne pas aller trop loin dans l'explication. Non. Et ça, s'il y a un truc que j'ai retenu, c'est s'en tenir à là où l'enfant veut vous amener, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il pose une question... on lui répond et on va pas lui dire mais tu sais au fait il existe aussi des catégories gangbang. Voilà, donc, on ne va pas plus loin que ce qu'il nous amène. Simplement le rassurer dans ce qu'il amène, quoi. Oui. Et il faut pas... Moi, par rapport là, c'est très personnel, je me réjouissais. Elle me dit, là, je vais pouvoir expliquer à mon fils comment on fait les bébés. J'ai tellement, justement, de super livres. Je me suis dit, chouette. Et ça l'intéressait pas. Et je me dis, justement, ça aurait été malsain et contre-productif que tous les jours, je dis, si, viens, maman, on va t'expliquer et te raconter comment on fait les bébés. Et tant que lui n'avait pas envie, c'était pas... voilà, il faut pas bousculer l'enfant, parce qu'effectivement, on en vient alors après à des émotions qui seront connotées négativement par rapport à quelque chose qui doit être coloré de manière... plutôt positive. Donc, et ça me fait penser au fait que les ados... Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça va me revenir. C'est parti. C'est pas grave, c'est parti par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Il ne faut pas qu'il soit psychotique, Nana Psy. Oui, tu fais référence à l'image de l'arbre. Hein. Oui. Heureusement que 99,9% des enfants peuvent quand même emmagasiner ce genre de représentation symbolique, mais c'est vrai qu'il ça a été un problématique je reviens à ton autre question par rapport à l'enseignement spécialisé, où quand même effectivement très très vite on s'est rendu compte que le matériel qu'on utilise dans l'enseignement justement traditionnel, où c'est beaucoup quand même des métaphores, on a ici je vais te montrer l'exemple, parce qu'il est là juste à portée de main. Yes. Il y a un très chouette petit livre qui s'appelle Le parcours de Polo, pour effectivement aborder la question de la conception. Sauf que Polo est un petit nageur qui fait des longueurs dans une piscine et que j'ai eu effectivement un enfant qui se dit mais moi j'ai ça dans mon corps et qui était effectivement en panique. J'ai dit oh là là. Donc effectivement, la métaphore, non. Le symbolique, non plus. Après, si on est le parent ou l'éducateur ou l'adulte responsable de l'enfant, on est quand même au fait de quel langage utiliser. Et au niveau des animations planning, encore heureux, moi je parle de ça il y a maintenant 10 ans, il y a maintenant des formations spécifiques, il y a maintenant des outils spécifiques, même si ça prend du temps, qui sont développés pour l'enseignement spécialisé ou enfants, adultes, ados, psychotiques. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de répondre à certaines questions, d'aborder certains sujets, en tout cas pour moi, qui fait quand même souvent appel à des métaphores. Pour celles et ceux qui chercheraient des supports justement de type outils, livres, etc., alors qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme plateforme ? Déjà, il y a ce qu'on appelle le CLPS, qui est le Centre liégeois de promotion de la santé. Donc, il y a le CLPS, il en existe aussi à Namur, à Bruxelles, etc. Celui de Liège, en tout cas, je sais qu'il fonctionne comme ça. Ils ont une énorme bibliothèque, ludothèque. Ouais. Super équipe, des gens disponibles et qui vont généralement prendre le temps de chercher avec vous, de trouver la référence. Hein. Oui, et quitte à la limite à prendre 2 heures avec vous l'après-midi dans leur salle. Et ça, c'est très gai parce que du coup, on teste plein de trucs. Metalapa vient nous envoyer le lien, donc clps.be, et vraiment c'est une très grosse ressource d'outils et de jeux.
Tu as dit, hein, ou pas? Centre local de promotion de la santé. J'ai dit liégeois, je crois. Ouais. Donc c'est local, c'est Centre ça. local, parce que sinon ils ne peuvent pas être à Oui ou Bruxelles. Fait, Centre local de promotion de la santé. On en revient par rapport à l'EVRAS. Là, c'est la santé sexuelle. Mais ils ont aussi effectivement des... Sur l'alimentation, sur les nouvelles technologies, l'amitié, l'écologie, l'environnement, la citoyenneté. Il y a plein de thèmes, dont la sexualité. Un deuxième aussi que je peux éventuellement vous conseiller, c'est le CEDIF. Alors, je vais l'écrire juste en lettres, mais c'est lié à notre fédération. Donc, on vous rappelle, donc, le planning familial, nous, ici à EY, en fait, on est un petit peu chapeauté par une fédération laïque qui gère une quarantaine de centres en Wallonie. Et eux, ils ont développer toute une série de choses, ils nous aident à nous coordonner, à nous former. Mais ce qu'ils font aussi, la FLCPF, c'est qu'ils ont, voilà, merci Meta, c'est leur CEDIF qui est donc aussi une énorme ludothèque, bibliothèque, vidéothèque de plein de contenus. Et là, en plus, c'est spécialisé vraiment autour de la sexualité chez eux. Donc là, c'est centré que là-dessus. Donc le CEDIF, c'est très très bien aussi en matière de ressources. Ils éditent vraiment des brochures qui s'améliorent d'édition en édition. Oui, aussi. Donc vraiment pas mal. Ressources. Et la dernière que je connais, c'est Pipsa. Pipsa, ça s'écrit Pipsa. Pipsa, c'est aussi une plateforme en ligne. Alors là, je ne saurais pas vous dire qui organise cette plateforme, mais c'est très complet, c'est assez connu, c'est gratuit, ou en tout cas la consultation est gratuite. Donc je vous invite vraiment à aller la consulter aussi, Pipsa. Pour les personnes, enfants, adolescents ou adultes psychotiques, c'est les pictogrammes de chez Scléra. Scléra Picto, ouais. Je sais pas si tu... Ouais, c'est et le centre handicap et sexualité, hein, aussi à Namur. Ouais, Scléra Pictogramme. Ouais, ça c'est quelque chose de très bien. Si vous cherchez dans du pictogramme aussi, il y a Zanzou. Ça va faire du boulot à Lucas. Là, il y a le Google de Lucas qui est en train de surchauffer. Zanzou, Scléra, donc ça c'est plutôt donc vraiment orienté pictogramme, donc des petites images simples à comprendre. Pour des enfants fort jeunes, quoique tous ne sont peut-être pas à apprendre. Scléra... non, c'est plutôt adultes porteurs de handicap. Hein, oui, alors, ça peut aller pour... De nouveau, il y a plein de thèmes, ça va même les gestes au quotidien, mais ils ont une catégorie justement corps et une catégorie sexualité. Et quand on va dans sexualité, ils ont bien travaillé. Ils ont justement travaillé sans tabou. Par rapport, par exemple, ils ont illustré par des pictos... je vais pas dire toutes, mais en tout cas beaucoup de pratiques sexuelles. Donc qui permet justement de... Donc pas des enfants du coup. Non, ou de nouveau des ados, ou s'il y a la question, mais pas arriver avec les pictos Scléra en maternelle. Non. On va avoir des problèmes. Qu'est-ce que j'avais pris moi Alors, c'est pas... Voilà, moi je connais ceux-ci que j'ai beaucoup utilisé en animation en deuxième primaire. Donc on est sur du deuxième primaire, on est sur du 8 ans. Ouais, 7-8 ans. 7-8 ans. C'est plutôt des livres... Alors, comme on vous l'a dit au début, l'idée n'est pas de leur parler de sexualité trop tôt, mais d'aborder des notions connexes telles le consentement, les émotions, etc. Et pour parler des émotions, moi je lis ces 3 livres. C'est Trop la honte. Alors il est vraiment, c'est un petit livre mignon. On va pas le feuilleter aujourd'hui, mais je vous le recommande. Il est pas mal. Voilà, ça raconte l'histoire d'un petit gamin qui a la honte. Et c'est fou comme pour beaucoup d'enfants, c'est grave d'avoir la honte. On veut pas avoir la honte et voilà. Donc je trouve que c'est sympa d'en parler. Autre chose, Myriam la tomate farcie, parce que Myriam elle rougit tout le temps. Et on se moque d'elle à l'école. Et vous allez voir comment elle fait pour ne plus rougir. Donc c'est un chouette livre. Et alors mon préféré c'est Veux-tu être mon ami? Et donc ça raconte l'histoire d'une souris qui n'arrive pas à se trouver des amis. Et je trouve... Alors moi les livres pour enfants à la base c'était pas ma tasse de thé. Mais de fait... j'aurais plutôt privilégié des vidéos ou autres. Mais en fait je me rends compte que lire des histoires... ça nous raccroche à des trucs... Enfin, je sais pas,
à l'heure de la technologie et 2020, lisez des histoires. Ça pose. Ça pose. Et ils écoutent. Je suis sur le cul. Les jeunes, ils écoutent, ils te regardent comme ça. Et quand tu prends une voix un tout petit peu théâtrale, c'est parti, quoi. Un Donc, public est conquis. franchement, si vous avez des enfants un peu trop stimulés, qui ont besoin de un peu plus de repères, bah, lire des histoires, c'est bien. Et en tout cas, moi, j'ai ces trois-là à conseiller. Je me permets Ouais, je t'en prie. une dernière chose. Alors, cette série, je l'ai souvent vue aussi dans les bibliothèques scolaires. C'est, voilà, Lily est amoureuse. C'est toute la série Max et Lily. Max et Lily qui vivent aussi un petit peu des galères dans leur vie d'enfant et d'ado. Et on voit comment, je crois que c'est le papa de Lily va en prison. Enfin, tu vois, c'est... Oui, où je dis tonton machin est alcoolique. Où je dis, ça. ils ont. C'est pas des faux titres, hein, C'est des livres qui, à l'inverse de Martine, où lui arrive que des trucs bien, ici, Max et Lily, justement, c'est des ados à qui leur arrive un peu des galères, et des galères assez graves parfois, style avec leurs parents ou autres. Et ça aussi, je pense que à l'adolescence, quand on vit des choses difficiles à la maison, bah voilà, c'est la nécessité d'en parler, ça on l'a toujours dit, mais c'est aussi parfois ce genre de petits trucs qui peuvent faire qu'on se sent un tout petit peu moins seul, ou qui font que, voilà, ça peut aider, quoi. Et alors, on a aussi des brochures, évidemment, et ça, vous pouvez venir en chercher gratuitement au planning familial. On a des brochures sur la puberté, qui sont malheureusement dans le stock en bas, donc je ne les ai pas à portée de main. Dans tous les centres de planning, hein, je pense que sans avoir un service attitré documentation, il y a, soit via la salle d'attente, ou de nouveau via une demande à l'accueil ou autre, toute une série de brochures qui sont... là où on en revient, hein, sur tous les thèmes qu'on est susceptible d'aborder, donc ça va de ma première pilule à justement féminin-masculin, qui reprenait le fameux outil qui était dans le bus, etc., avec le vrai homme doit, la vraie femme doit. L'histoire de William qui raconte sous forme de BD le coming out d'un jeune homme. Oui, le monde de William. Filles entre elles par rapport à l'homosexualité féminine. On a des brochures sur la première fois, on a des brochures... Des guides de survie à l'intention des parents. Je reviens, je sais pas si c'est notre ouais, c'est vrai aussi. public cible ce soir, mais il y a. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Mais ouais, tout ça, ce sont des ressources que vous pouvez obtenir gratuitement, hein, tout ce qui est brochure au planning. Si vous avez besoin plutôt d'une référence type livre ou autre, alors on vous renvoie vers ce qu'on vous a conseillé. En fait, on a déjà été pas mal complet, je pense, ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer. Ah oui, alors oui. Ça aussi, on n'en a pas parlé. Je vois que tu cherches. Oui, je guette du regard. Est-ce que tu as encore un zizi sexuel? Un guide du zizi sexuel, on a le jeu. Ah, on a le jeu. On a le jeu de plateau qui est dans le local animation. Le livre, non, pas ici. Alors, le guide du zizi sexuel de Titeuf, c'est ma Bible, je trouve. C'est son livre de chevet, toujours maintenant. Oui. Depuis mes 11 ans. Ça fait 18 ans que je lis le même livre. Non, je ne suis pas bizarre. Tout va bien. Non, ici, c'est vraiment un livre qui est très, 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 très qualitatif pour parler des relations. Parce qu'il n'est pas chiant. Et il est drôle. Hein. Il est très drôle, c'est de l'humour de Titeuf. Il vieillit pas. Ça, pas. Quand même, il faut reconnaître que je trouve que... Les vannes sont toujours drôles. Le style du dessin, il est cool aussi. Les infos, je les trouve incroyablement bien rassurante, bienveillante, bien expliquée. Je sais pas ce que tu as au niveau du contenu, je sais pas si au niveau, tu dis la forme, le dessin, etc. Au niveau du contenu, de nouveau, tout est bon, tout est approuvé. Alors ça, de nouveau, je pense qu'il n'y a pas besoin d'arriver en disant tiens, lis le guide. Éviter de l'offrir peut-être justement à une fête de famille, un truc où il y a des... Oui. À part justement mettre le jeune bien mal à l'aise, enfin voilà, non. Mais en tout cas, peut-être simplement de l'acheter, et s'il y a une bibliothèque à la maison, de le poser d'abord tout près pour voir bien qu'il y a un nouveau livre, et puis de le ranger dans du côté qui peut aller dans la bibliothèque, ou un jour aller le chercher, l'emprunter en bibliothèque et le laisser sur le bureau ou la table de nuit de son enfant, et puis voilà. 3-4 jours après, on dit il faut ramener le livre, je le récupère sans questionner le tu l'as lu, t'as des questions, enfin...
Je pense qu'il y a pas mal de moyens de laisser ce livre finalement... Et je crois que le coup du... Je crois que la meilleure solution, comme tu l'as dit, c'est pas d'en faire un événement. Non. C'est un peu comme les capotes, en fait. Il faut que ça soit là, mais genre que... c'est limite le jeune qui s'en rend compte. Ah tiens, c'est là, ça ? Ah, mais on m'a jamais prévenu. Et il va dire, ah bah le livre sur la table de chevet ou sur le lit. De nouveau, s'il y a eu ce souci, en tout cas... des parents, des éducateurs, dès de nouveau la petite enfance, je mets des gros guillemets parce qu'on ne fait pas une éducation sexuelle, mais quand il est petit via d'autres livres sur le corps, le respect du corps, le jeune de 11 ans, la jeune de 11 ans va pas faire des yeux comme ça parce qu'il y a ce livre sur ce... ça peut préparer. Oui, c'est ça. Mais... Ah oui, mes parents. Moi, je trouve qu'on en revient, en fait, dans cette discussion toujours à la même chose, c'est-à-dire que plus on prend les choses tôt et de manière adéquate, et au final, plus les choses se passent de manière naturelle et de manière bien, quoi, finalement. Donc, je pense qu'il faut pas... je crois qu'un des pires trucs à faire, c'est de complètement nier ce qui se passe et de ne jamais en parler. Pour moi, ça, c'est un des... Ou se convaincre, et c'est nier, c'est une façon de nier, se dire que quelqu'un d'autre le fera à la place. Ouais. Alors ça, de nouveau, même si soi-même on est jeune, on a 13 ans, et on se dit, mais ça va venir. C'est l'école ou ça va venir. Ma mère finira bien, ou quelqu'un de ma famille va bien finir par me parler d'éducation vie affective et sexuelle. Elle n'attendait peut-être pas trop longtemps. Un moment d'aller trouver... l'adulte avec vos questions, et on en revient si dans la sphère familiale ou amicale c'est pas possible, on en vient, il y a plein de services dont c'est le travail. Ouais. Je suis quand même des fois étonnée que les gens ont peur genre de nous déranger. Des jeunes, des ados qui vont passer la porte ou qui vont téléphoner avec une question, et ils s'excusent limite de... voilà, nous ça fait... C'est normal, on est payé pour ça. Oui. Payé pour ça, motivé par ça, parce qu'on est... justement convaincu que c'est par cette éducation, par cette information, par ces discussions, qu'à un petit niveau, on va pas dire oui, si, on va changer le monde. En tout cas, on changera peut-être la réalité de certaines personnes. Et ça, c'est... Et ça, c'est bien. Ça, ouais. c'est... Et on a souvent été rassurants aussi pour un certain nombre de jeunes. Ils sont quand même contents de ce qu'on leur dit, de ce qu'on leur renvoie, de ce qu'on leur renvoie dans leur normalité finalement. Je pensais à ça. On avait parlé du plaisir et là plutôt de la sexualité adulte, mais à tous les âges. Et je pense que un peu comme le petit garçon Caron, la question de la normalité, de l'acceptation. Est-ce que je suis normale ? Est-ce que les autres me voient et m'identifient comme ayant assez de normalité pour être dans le groupe, je pense que c'est quelque chose qui nous tient Et cette question de la normalité à l'école, c'est une question qui revient énormément, et je crois que c'est probablement un des trucs les plus fondamentaux, c'est comme on disait tantôt, et je me souviens, je pense, un des tout premiers lives avec Lucas aussi, on avait parlé des moqueries, je pense, à l'école primaire. Et au final, tout est sujet à moquerie. Donc je crois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent avoir aussi cette peur de se retrouver en dehors du groupe parce que pas normal, parce que je sais rien, parce que j'ai... Rien que même quand t'es amoureux en primaire, c'est une horreur, hein. Il y a machin qui va le dire à truc, qui va le dire à bidule. Au final... Ils en font une chanson, et puis... Ils en font une chanson, l'horreur. Et puis après, t'as la personne qui le sait, mais du coup, qui est pas contente de le savoir de manière détournée. Donc du coup, ça fout en l'air tout ton plan. Enfin, bref. L'Evras à l'école primaire, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et Métalapin qui nous dit, me concernant, c'était moi qui avais demandé à ma mère de l'acheter, donc le guide du sexuel, et 20 ans plus tard je me retrouve en planning. Et ouais. C'est comme ça, bah écoute. Il est dans ma bibliothèque, dans la tienne, dans celle de Métalapin. Ouais. Je crois que vous voulez que votre enfant travaille en planning, offrez-lui le guide du sexuel. Ouais, moi je l'ai acheté en brocante à 2 €. Donc voilà. Ben écoutez, mes chers viewers, mes chères viewers, on vous sent un peu plus discret ce soir, ce qui n'est pas du tout un problème pour nous. Donc je ne sais pas si tu avais envie d'aborder quelque chose d'autre
par rapport au sujet d'aujourd'hui, je Non. pense qu'on a fait le tour. Du coup, s'il n'y a pas de questions de votre part, nous, on va tout doucement penser à clôturer alors. Mais en tout cas, je pense que c'est important aussi de reprendre les bases, les Vras à l'école. Du coup, ça nous fera une belle petite capsule aussi qui sera sur YouTube, on le rappelle. Donc voilà. Donc merci à toutes et à tous d'être passés, merci à Nanapsy, merci à nos deux nouveaux viewers aussi, à ICO qui est passé, il y a eu évidemment les autres sont dans l'ancien chat, celui qui était en haut avant que je bascule la fenêtre. En tout cas voilà, Lucas, si c'est ok pour toi, on va s'arrêter là. Et... Vous annoncez peut-être en tout cas que la semaine prochaine, donc jeudi prochain, Arnaud profitera de vacances bien méritées, donc voilà. sera pas présent. Je serai présente et comme co-animateur, ce sera le mystérieux Métalapin qui viendra à mes côtés. Pour un thème, effectivement, on va axer le live de la semaine prochaine. Je suis pas mystérieux. Donc, merci. Il dit qu'il n'est pas mystérieux. Tout perturbé. Donc, LGBTQI+. Donc, les orientations sexuelles, le genre, la transidentité, intersexe. Là aussi, c'est un sujet dans lequel on peut en imbriquer pas mal. Au-delà de ce thème qui vous sera annoncé, on est bien sûr toujours disponible pour toutes les questions autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle, que ce soit une question justement de curiosité, que ce soit une question pour un ami, ça sert toujours, une envie de lancer un débat par rapport à un sujet, vous n'hésitez pas. Vraiment, c'est un plaisir d'être là. On est assez ouvert. Et les A, Nanapsy nous dit, bah oui, LGBTQIA+. Nom de Dieu. Non, mais c'est... En même temps, il rajoute une lettre chaque année, donc il faut suivre, c'est pas facile, mais oui, c'est LGBT, donc lesbien, gay, bi, transgenre, queer, intersexe, asexuel, plus. Oui. D'où l'intérêt du plus, je pense que du coup on peut... Ouais, tu mettrais LGBT+, ça engloberait les QIA. LGB, oui. Pour moi, quand on met la notion plus derrière, ça veut dire que il y a d'autres catégories, mais qu'on ne cite entre pas. Le sexe biologique, l'identité de genre, l'expression de genre, les orientations sexuelles ou les choix de couple, les chois de vie, il y a des axes un petit peu c'est pas évident dans toutes les directions. Et c'est pas évident. On en vient là des fois à l'écart de génération, des choses qui semblent aller de soi et qui sont acquises par génération Z, on dit maintenant, les jeunes de... Génération Z, oui, tout à fait. Ça échappe à pas mal d'adultes, et quand je dis adultes, je pense pas aux personnes du 3e âge, je pense que justement, des fois en 10 ans, il y a des bonds assez surprenants, et tant mieux que la société évolue avec une reconnaissance de tout à chacun et une société qui se veut inclusive, mais il faut que même pour les professionnels, ça suive en termes de formation, de sémantique. Parce que tu disais, moi je me souviens d'un souvenir en réto, donc dernière année ici en secondaire, on a eu, via une élève qui présentait son travail de fin d'études, on a eu une info, nous, sur c'est quoi l'homosexualité. 1998, il semblait encore des fois nécessaire d'expliquer à l'époque, en Grèce, les pédérastes, que l'homosexualité existe et n'était pas quelque chose d'anormal et n'était pas quelque chose qui était de l'ordre... Et c'est 1998, donc c'est quelque chose qui pour moi c'était hier, enfin voilà. Et j'en viens, je pense que dans 10 ans, on n'aura plus besoin de formuler ou de réexpliquer tout le temps qu'on parle de transition, qu'on parle de femmes transgenres. Voilà, parce que ce sera acquis, mais il faut laisser le temps que ce soit acquis par
Tout à fait. Bah, Tout à chacun. et c'est via l'émission que vous nous ferez la semaine prochaine qu'on en apprendra un peu plus, et c'est le genre de trucs qui vont faire qu'on vivra aussi dans un monde un tout petit peu plus tolérant. Oui. Je l'espère en tout cas. En tout cas, merci vraiment à tout le monde. Merci aux fidèles. Hein. Merci aux fidèles, merci à Nanapsy d'avoir alimenté notre chat toute la soirée. Tu es vraiment adorable. Merci à toi. Merci à Maureen aussi d'avoir relevé le défi une deuxième fois haut la main. Donc tu seras avec nous la semaine prochaine. Ouais, Enfin, tu ouais, seras- Et du coup, vous serez avec notre très cher collègue Lucas, Et poète, et poète. les grands poètes de ce monde. Sur ce, je vous dis des gros bisous. Merci Nanapsy. Et à toi aussi. Toi aussi, t'es au top. Au Ciao, revoir. ciao.